America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. Le 26 juillet dernier, le chef de la garde présidentielle renverse le président Bazoum et prend le pouvoir au Niger. Le général Abdourahmane Tiani a été proclamé chef de l'État le 28 juillet dernier après être parvenu à rallier à sa cause le reste de l'armée. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. Depuis, la situation se développe et évolue de façon spectaculaire et à un rythme plutôt accéléré. Les forces françaises sont priées de quitter le pays avant la fin de l'année. Allons-nous, en dépit de la situation actuelle, assister à un jeu démocratique? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec notre invité à partir de Niamey, Monsieur Insa Garba Sédou. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes coordonnateur du Cercle de réflexion pour la démocratie. Monsieur Issa Garba Sédou, comment s'organise aujourd'hui la vie politique, en l'occurrence dans votre pays, le Niger, et quel rôle joue la société civile? Merci madame de l'opportunité que vous nous donnez. La société civile nigérienne est consciente des enjeux, des rôles qu'elle doit jouer. C'est pour cela que vous avez constaté depuis un certain moment, nous avons convergé vers une union sacrée qui a fait que presque l'ensemble des organisations de la société civile se sont retrouvés autour d'actions communes qui sont menées. Vous avez vu que depuis un mois déjà, nous avons décidé de nous regrouper devant la base militaire qui est là au niveau de l'aéroport où l'armée française est stagnée. Chaque jour que j'ai fait depuis un mois maintenant, toute la société civile, sans exclusion, se regroupe là-bas pour pouvoir défendre les intérêts de notre pays. Beaucoup de ces intérêts sont l'objet de convoitises. Comment comptez-vous les défendre, Monsieur Insa Garba Sédou? Je rappelle que vous êtes avec nous à partir de Niamey. Nous sommes en train de faire un travail de sensibilisation pour que les populations comprennent d'abord les enjeux. Nous sommes en train de nous renforcer avec les pays frères et amis. Et après aussi, le troisième niveau d'action que nous comptons faire, c'est la complicité avec nos autorités. Nous allons veiller à ce que les autorités comprennent les enjeux et qu'ils soient appuyés dans toutes les initiatives allant dans le sens de protéger les intérêts du peuple nigérien et africain. Quels sont les enjeux aujourd'hui qui se jouent au Niger? Pour nous, le premier enjeu d'abord, c'est l'enjeu lié à la stabilisation du pays, c'est-à-dire que la sécurité, premier enjeu. L'autre enjeu serait aussi la question du départ définitif des bases militaires françaises au Niger et aussi l'indépendance de nos pays. Pour nous, la jeune génération, on a toujours dit que ce que nous avons reçu comme indépendance n'était pas forcément ce que nous on voulait. Donc pour nous, il s'agit de nous battre pour que l'indépendance totale intervienne, c'est-à-dire que pour nous, le peuple nigérien, les autorités nigériennes peuvent décider des ressources du Niger, de la façon dont ils vont être gérés, de la façon dont elles vont être vendues et la possibilité de choisir ses partenaires de la façon dont elle l'entend et qu'elle puisse collaborer avec tout autre État qui souhaite collaborer avec nous dans le respect de la dignité humaine. Démocratie équivaut également à processus démocratique politique. Comment comptez-vous agir pour que ce dernier soit mis sur rail?
Nous sommes d'abord dans une phase où le combat est à la liberté de notre pays, les questions liées notamment aux enjeux démocratiques. C'est pour cela que nous nous sommes unis déjà dans le cadre de dialogue qui va commencer bientôt pour que nous puissions ensemble décider des textes qu'il faut faire de notre pays. Quels sont les textes qu'il faut faire? Déjà, nous sommes en train de penser à la question de la liberté de la justice, parce que vous savez, dans nos pays, pendant longtemps, malgré qu'on pense qu'on est dans une démocratie, en réalité, ce n'est qu'une démocratie de façade. Les trois pouvoirs qui devaient en principe être indépendants les uns des autres, ce n'était pas le cas. Nous avons vu que dans nos pays, les pouvoirs exécutifs dominent largement les pouvoirs judiciaires qui devaient garantir aux uns et aux autres la liberté et la justice. Et pour cela, les réflexions sont déjà à court pour que nous voyions dans quelle mesure, effectivement, la justice peut être véritablement indépendante. D'autres moyens aussi sont en train d'être mis en place. Nous avons déjà compris que nous soutenons l'armée, nous soutenons les militaires actuellement, mais les militaires savent que nous ne les soutenons pas s'ils font des erreurs. Nous les avons toujours dit, nous les disons toujours que nous les accompagnons, nous acceptons d'être avec eux si nous sommes ensemble dans le même sens. Et je pense que ça, ils l'ont compris. Et la dernière fois, le président du CNSP, dans ses interventions, a rappelé qu'ils feront en sorte que nous soyons ensemble avec le peuple. Ils n'allont pas partir dans le sens où le peuple ne le souhaite pas. Donc nous pensons que c'est cela qui va nous conduire vers une démocratisation réelle. Monsieur Issa Garba Seydou, vous avez parlé de dialogue. Qui va-t-il réunir ou quels sont les partis qu'il a réunis? Le dialogue tel que ça a commencé, c'est un processus qui doit concerner tous les Nigériens. Tous les Nigériens, toutes les populations qui sont au Niger également peuvent contribuer. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Il n'y aura pas d'exclusion. En tout cas, nous allons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'exclusion. Nous allons veiller à ce que tous les Nigériens puissent y participer, sans exclusion aucune, pour que tout le monde soit pris en compte, pour que la question du Niger, les défis auxquels le Niger fait face, soit un défi compris et maîtrisé par tous les acteurs, afin que chacun puisse contribuer en sa façon. Monsieur Issa Garba Seydou, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, madame. Merci. Merci. Issa Garba Seydou est coordonnateur du Cercle de réflexion pour la démocratie et il était avec nous à partir de Niamey. Anthony Blinken sera le premier haut diplomate américain à se rendre au Niger. Le pays abrite, faut-il le préciser, une base militaire clé. Les États-Unis misaient sur le Niger pour notamment lutter, indiquent les observateurs de Washington, lutter contre les groupes armés, surveiller le Sahel et contrer l'influence grandissante de la Russie dans la région. En août dernier, le secrétaire d'État américain a annoncé que son pays avait suspendu temporairement certains de ses programmes d'aide au Niger, expliquant que cette aide était conditionnée par le respect de la démocratie et de l'ordre constitutionnel. Fin de citation. Ce que nous voyons au Niger est extrêmement désolant et n'offre rien au pays et au peuple du Niger. Au contraire. Léger retour dans le temps. Octobre 2017, 3 soldats américains ont été tués au Niger. Cet attentat révèle au grand jour la présence des forces armées américaines dans la région du Sahel. L'ancien président du Niger, Issoufou, en parle. Notre pays vient, une fois de plus, de faire l'objet d'une attaque de groupes terroristes, attaque qui s'est soldée malheureusement par un nombre important de victimes. Février 2021, le sommet sur la sécurité dans la région du Sahel, réunissant des chefs d'État du G5 Sahel, a sorti de l'ombre la présence de militaires américains au Sahel. Il devenait ainsi clair que celle-ci est tout à fait effective et participait à la formation de forces américaines dans le cadre d'un programme mis sous la bannière de la lutte antiterroriste. Un militaire américain dira « L'entraînement que nous dispensons renforce leurs compétences et doit leur permettre de mieux lutter contre ces groupes extrémistes dans leur pays. »
Avec nous à partir de Washington, Monsieur Michael Shurkin, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes expert de la défense européenne, de la politique et de la sécurité ouest-africaine, analyste politique à la Central Intelligence Agency, CIA. Monsieur Michael Shurkin, le Niger est le plus grand bénéficiaire de l'aide militaire américaine en Afrique de l'Ouest et le deuxième en Afrique subsaharienne. La présence américaine au Niger comprend la base aérienne 201 dans la ville d'Agadez et la base aérienne 101 dans la capitale Niamey. Les États-Unis ont également fourni des équipements militaires et des avions au Niger. Comment et par quels facteurs expliquer un tel engagement américain dans ce pays, le Niger? Cet engagement s'explique d'abord par la Libye qui était vraiment la motivation pour la base aérienne et pour les drones. On s'inquiétait à cause de la situation en Libye et aussi la montée de l'État islamique. Et je crois que ça existe plutôt pour surveiller la Libye que pour surveiller le Sahel. Ce n'était qu'après deuxièmement, que cet dispositif américain servi aussi pour soutenir les Français dans la lutte contre les terroristes dans le Sahel. Mais je crois que la priorité était la Libye. Vous me tendez une perche. Est-ce qu'il faut comprendre que les États-Unis ont anticipé le départ des forces françaises du Niger? Je ne crois pas qu'on a anticipé le départ des forces françaises. Du point de vue américain, la présence des forces françaises était une bonne chose, bon pour la région et c'est bon pour les États-Unis. On n'a pas accueilli les nouvelles du départ des Français comme une nouvelle chose. Et aussi, autant que je sache, on n'a pas prévu aussi le coup d'État au Niger et tous les événements qui se sont passés. Il y a un intérêt de ce côté de l'Atlantique d'essayer de garder des liens de communication avec la junte nigérienne et d'essayer de préserver notre investissement et de continuer autant que possible nos activités vis-à-vis la Libye et vis-à-vis le terrorisme dans la zone. Vous dites que les forces françaises au Niger sont une bonne chose ou étaient une bonne chose. En quoi est-ce que ceci serait une bonne chose pour les États-Unis, je m'entends? Pour plusieurs raisons. Les objectifs des Français et les intérêts des Français sont les mêmes que nous. C'est-à-dire, ils faisaient la guerre contre Al-Qaïda et contre l'État islamique et ils essayaient de sécuriser, d'encourager la stabilité dans cette zone. Et ça, c'est ce que veulent les États-Unis. Et on a très peur que le déclin de la sécurité dans la zone et aussi la montée d'Al-Qaïda, d'État islamique va mettre en péril toute l'Afrique occidentale, surtout les pays du Golfe de Guinée et le Sénégal, etc. Donc, on a l'intérêt à faire quelque chose, mais nous, les Américains, ne nous intéressons pas suffisamment à la zone pour agir nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne nous intéressons pas à faire la guerre et de mettre les troupes de combat là. Et donc, si les Français acceptaient de le faire, d'être en avant, très bien, tant mieux pour nous. Il vaut mieux que les Français le font, parce que nous ne voulons pas le faire, et aussi parce on croit que les Français sont mieux pour le faire, parce qu'ils connaissent beaucoup mieux la zone, ils connaissent mieux le peuple, ils sont plus à l'aise, ils savent comment faire, et pour nous, c'est plutôt une zone qu'on connaît à peine. C'était absolument dans notre intérêt que les Français soient là, qu'ils restent. C'est de la sous-traitance, Monsieur Michael Shurkin. Est-ce que les Français sous-traitent pour vous ou le contraire? Non, c'est pas une question de sous-traitance, c'est plutôt une façon de diviser le travail. C'est-à-dire que nous sommes plus capables dans d'autres zones, les Français sont capables dans cette zone. Il faut le voir d'une façon de partenariat. On aide les Français à agir dans la zone qu'ils connaissent mieux que nous, tandis que nous sommes occupés avec d'autres choses où la France ne peut pas apporter grand-chose. Nous sommes préoccupés par l'Indo-Pacifique et aussi Moyen-Orient, l'Ukraine, etc. Et c'est un partage. C'était un peu toujours le cas, même pendant la guerre froide. C'est-à-dire qu'on partage, on laisse les Français faire ce qu'ils voulaient faire parce qu'au fin de compte, les Français cherchaient à leur manière à stabiliser la zone et aussi à prévenir la pénétration soviétique. Donc, tant mieux. C'est un partage des tâches, je retiens ce que vous avez dit à l'instant. Toutefois, certains observateurs, Monsieur Michael Shurkin, certains observateurs indiquent
que cette question sécuritaire pourrait être, on va dire, une sorte d'écran ou de poudre aux yeux, puisque l'enjeu, par ailleurs, est autrement plus important sur le plan économique. Est-ce qu'il ne s'agit pas du tout. Pardonnez-moi. Non, parce que les intérêts économiques et de la France et des États-Unis dans cette zone sont infimes. C'est absolument absurde à dire que derrière la politique française et la politique américaine se trouvent des intérêts économiques, parce qu'il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Je complète ma question. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de contrer la présence de la Chine et de la Russie dans cette zone africaine? Non, pas du tout, parce que d'abord, la présence de la Chine est déjà très bien établie. Et du point de vue de concurrence économique avec la Chine, on a déjà perdu cette guerre. La Chine est présente dans tous ces pays, Mali, Niger, etc. Ce sont les Chinois qui font des grands projets. Nous avons de la peine à faire cette concurrence économique, donc on ne peut pas la faire. La Russie, ça c'est quelque chose de nouvel. Oui. La présence russe c'est vraiment nouveau, donc on ne peut pas expliquer la politique française et la politique américaine par la crainte de la pénétration russe, comme c'était le cas pendant la guerre froide, parce que c'est tout nouveau. Mais c'est vrai que maintenant, on s'inquiète un peu parce que on voit que les Russes, on n'aime pas les Russes, c'est vrai, mais aussi on est convaincu, et moi je suis personnellement convaincu que les Russes n'aident pas. C'est-à-dire la présence russe, c'est une présence perturbatrice. Les Russes s'intéressent à déstabiliser la zone au lieu de stabiliser la zone. C'est un peu comme Joker dans le Batman. Il s'intéresse pas à faire du bien, il s'intéresse plutôt à faire des problèmes parce que c'est dans l'intérêt de la Russie à perturber la zone au lieu d'essayer de stabiliser. On peut dire que les activités françaises, en fin de compte, déstabilisent les zones, c'est possible, mais ce n'était pas du tout l'intention de la France de la faire, c'était le contraire. Tandis que les Russes cherchent à déstabiliser. La Russie dit la même chose, des États-Unis et de la France. Ces deux pays tentent de déstabiliser la zone. C'est de la rhétorique. Des deux côtés, on peut le retenir et le comprendre. Monsieur Michael Shurkin, que représente le Niger en termes géographiques, sécuritaires et stratégiques pour Washington? Vous avez parlé de la Libye, mais au-delà de la Libye, pourquoi est-il stratégiquement important pour les États-Unis d'être maintenu dans ce pays? L'enjeu est-il plus global? Porte-t-il sur l'ensemble de la zone sahélienne? Oui, du point de vue de l'enjeu stratégique, il faut dire que la zone n'est pas hyper importante pour les États-Unis et c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas si on fermait la base. La base n'a pas de grande valeur pour les États-Unis. C'est plutôt un aspect de, on a déjà dépensé des millions, donc on préfère de la garder sur place au lieu de tourner le dos sur un grand investissement. Mais la zone n'est pas si importante pour nous, et ça c'est une raison en plus pour laquelle on était content que les Français faisaient ce qu'ils faisaient, parce que c'est beaucoup plus dans l'intérêt de la France, c'est plus stratégique pour la France que pour nous. Mais ceci dit, en dehors de ces questions de l'État islamique et de la Libye, etc., les Américains ont des soucis vis-à-vis les pays de la Golfe de Guinée. Et Côte d'Ivoire, Ghana et Nigeria, parce que là, les intérêts économiques deviennent plus intéressants. Et aussi, les intérêts démographiques, ce sont des grands pays et beaucoup de gens. On ne veut pas que ce qui se passe au Sahel mette en danger ces pays. Et c'est clair déjà que ces pays sont en danger à cause de ce qui se passe au Sahel. Mais même ceci dit, c'est difficile à dire que la zone et l'Afrique occidentale est très importante du point de vue stratégique parce qu'il ne l'est pas. Il n'est pas très important pour la stratégie américaine globale vis-à-vis d'autres priorités. Ça aussi, c'est une raison pour laquelle, par exemple, tous les effets que les États-Unis font du point de vue de l'assistance sécuritaire sont à une échelle assez petite. On ne fait pas grand-chose. Il y a quelques unités, on fait la formation, oui, c'est vrai, mais du point de vue de tout ce qu'ils font, le Pentagone, c'est assez petit. Il faut dire que la guerre contre le terrorisme qui était après le 11 septembre 2001, qui a beaucoup motivé l'administration Bush, est devenu beaucoup moins important. Et ce n'est plus une priorité pour les États-Unis. Et ce changement a déjà commencé à la fin de l'administration d'Obama. Ça a continué sous Trump, qui ne s'intéressait pas du tout à l'Afrique. Et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire,
on a intérêt, mais j'insiste que c'est pas une priorité. Nos priorités sont ailleurs. Je comprends. Quand vous dites que vos priorités sont ailleurs, vous dites également que vous ne souhaitez pas que la situation qui aujourd'hui existe dans la bande sahélo-sahélienne déborde sur vos pôles d'intérêt. Dans notre intérêt d'essayer de faire quelque chose pour modeler, pour un effet positif sur l'évolution de ce qui se passe, mais pas à la mesure que nous nous intéressons à faire des grands efforts. Et ça aussi, c'est une raison pour laquelle on a été content à laisser faire les Français, parce que c'était beaucoup plus dans leur intérêt à agir, parce que ça entrait beaucoup plus aux intérêts des Français que dans les nôtres. Alors aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je n'attends pas qu'il y aura un grand effort du côté américain pour essayer de remplir la vide que les Français laissent. Et pourtant, Anthony Blinken s'est rendu en mars, Madame Victoria Nuland s'est rendue en août, il y a eu des rencontres successives avec les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est un bal diplomatique pour rien? Non, ils font le boulot et très bien, je les applaudis. Oui. Même ceci dit, la réalité, c'est que ils savent qu'il faut le faire. Ils savent aussi que Blinken sait très bien qu'il faut avoir des bons rapports avec les pays africains, avec la croissance économique et la croissance démographique de l'Afrique. L'Afrique devient de plus en plus importante dans le monde. Ça pèse. Ça pèse et ça va peser encore plus à l'avenir. Oui. Et donc, c'est absolument, ça vaut de la peine pour les diplomates américains d'être présents et de s'engager. Donc, ça, c'est très bien. Mais, ceci dit, la réalité, c'est que nos intérêts plus pressants sont ailleurs. C'est avec la Chine, l'Indo-Pacifique, l'Ukraine, l'Iran. Le dossier iranien reste toujours très sensible. C'est ça qui nous préoccupe beaucoup plus que l'Afrique occidentale. Monsieur Michael Shurkin, aujourd'hui il y a une réalité, puisque nous parlons de réalité. Les troupes françaises ont jusqu'à la fin de l'année pour quitter le Niger. Vos troupes sont au Niger. Dans ces conditions, dans quelle posture êtes-vous et comment jugez-vous votre présence? Bon, la présence... C'est une grande question parce que les activités des Américains dépendent d'une certaine mesure sur les rapports avec la junte et aussi la volonté des États-Unis à travailler avec un junte militaire qui a fait tomber un régime civil et constitutionnel dans nos yeux qui était démocratiquement élu. Alors normalement, d'après la loi américaine, on ne peut pas fournir l'assistance sécuritaire à un tel régime. Et pourtant, vous le faites encore. Je ne crois pas qu'on a vraiment décidé chez nous la politique. On ne sait pas quoi faire avec le Niger. Oui. En dehors de cette volonté d'essayer de ne pas fermer les portes et ne pas brûler les ponts et casser les liens de communication. Et donc, ça reste possible que les troupes américaines qui sont là, il n'y en a pas beaucoup, que les troupes vont trouver des façons de continuer à offrir de la formation. Mais c'est toujours, j'insiste, les efforts américains pour former les Nigériens est toujours à petite échelle. Et aussi, quand on voit les chiffres impressionnants du nombre des Américains qui se trouvent au Niger, mais la plupart de ces gens-là se trouvent à cette base de drones. Je suis presque certain que la plupart d'entre eux s'occupent de la logistique et de protéger la base. Et la base, comme j'ai dit, ça existe... pour surveiller d'autres choses. Oui, voilà. Écoutez, alors, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt de continuer cette base? Oui. Je questionne. Et à mon avis, il faut que les Américains se mettent en question l'existence de cette base, parce que je ne sais pas exactement, il faut se poser des questions sur exactement à quoi ça sert, si ça vaut vraiment la peine. Mais ça, c'est une autre discussion parce que ça c'est lié à la Libye et... Voilà. J'allais vous dire, monsieur Michael Shurkin, que cette base d'écoute de drones, c'est les oreilles des Américains en Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il vous semble franchement réaliste et concret que cette base ferme ses portes? C'est à partir de cette base que Washington a pignon sur rue en Afrique. Je ne sais pas, par exemple, exactement ce que Blinken a discuté avec ses homologues africains. Oui. La base n'est pas les oreilles dans l'Afrique occidentale. Cette base-là, c'est plutôt les yeux, les oreilles dans le Sahara central.
C'est ça, oui, absolument. Mais vous avez pignon sur rue sur le Sahel, oui. Ça n'était pas conçu pour surveiller les Russes, ce n'était pas conçu aussi. Les drones, par exemple, n'ont pas la capacité de surveiller toute l'Afrique occidentale. C'est pas ça, parce qu'ils ont une zone d'opération très limitée, quand même. Et aussi, il faut se souvenir que cette zone est énorme, absolument énorme. Absolument. On va dire qu'au départ, c'est pas ce qui était prévu. C'est-à-dire surveiller les Russes et les Chinois dans cette zone. Non, ce n'était pas prévu pour ça. C'était prévu pour surveiller l'État islamique qui, à l'époque, est devenu une menace en Libye. Et il y avait des choses qui se passaient en Libye qui sont difficiles à suivre. C'est une situation assez chaotique. C'était conçu pour ça. Et non pas de surveiller Al-Qaïda au Niger, au Mali, était, j'imagine, secondaire. Aussi, ça servait aussi à soutenir les Français, qui est dans notre intérêt, parce que c'est notre intérêt d'entretenir de bons rapports bilatéraux avec la France. Autant que je sache, la raison pour laquelle on construit sa base à l'époque, c'était en 2016, pour surveiller la Libye et l'État islamique et ce genre de choses. Ce n'était absolument pas pour espionner des régimes. Ce n'était pas pour écouter le gouvernement nigérien, le gouvernement malien, surtout pas l'Algérie. C'était pour traquer l'État islamique et Al-Qaïda. Bien, en tout cas, vous le dites sur une radio algérienne et l'Algérie a bien retenu cette dernière phrase. Merci beaucoup, monsieur Michael Shurkin, d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Michael Shurkin est chercheur non résident au Centre-Afrique de l'Atlantic Council. Il est expert de la défense européenne et de la politique et de la sécurité ouest-africaine. Il est titulaire d'un doctorat à l'université de Yale et son expérience comprend son mandat au Conseil de sécurité nationale en tant que politologue principal et en tant qu'analyste politique à la Central Intelligence Agency, CIA. Et il était avec nous à partir de Washington. Les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Nous, notre combat, c'est pas arabe ou touareg, noir ou blanc. Et notre guerre, c'est une guerre sainte, c'est une guerre légale. Nous sommes contre les rébellions, nous sommes contre l'indépendance de ces universités d'indépendance. Nous sommes contre. 1858, le traité de Berlin est signé à la suite de la conférence de Berlin par la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et l'Allemagne. Il détermine les règles de comportement auxquelles les puissances acceptent de se soumettre dans le cadre de leur politique africaines respectives. Les États-Unis s'efforcent d'asseoir leur pouvoir sur le continent africain, tantôt pour des raisons humanitaires, tantôt pour des raisons sécuritaires. Rudolf Atala, porte-parole du programme américain de lutte contre le terrorisme en Afrique. Le Sahel a joué un rôle clé en ce qui concerne la circulation des armes, des combattants venus de l'étranger et le crime organisé. À la même époque, de grandes quantités de cocaïne ont également commencé à transiter par le Sahel. Donc tout cela suscitait beaucoup d'intérêt et il n'a cessé de se développer. Comment ont été introduits les groupes armés dans la zone du Sahel, zone hautement stratégique? Jérémy Kennan, auteur de Dark Sahara, y revient. En 2002, le Pentagone a dressé une série de cartes qui délimitaient toute cette partie de l'Afrique comme un couloir terroriste. Le discours officiel du Pentagone était que ces terroristes étaient venus d'Afghanistan, dont ils avaient été chassés par les forces américaines. On sait maintenant que c'était faux. Ils étaient passés par le pays de Ben Laden, le Soudan, et pour rejoindre des terroristes en Afrique du Nord, ils étaient arrivés par cette ceinture en forme de banane. Après le 11 septembre 2001, Washington met un pied au Sahara dans le cadre officiel de la dite lutte contre le terrorisme. Et d'autres batailles semblent se cacher derrière ce combat. La zone saharienne abrite les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, de l'uranium, du fer et de l'or. Parallèlement, la France également renforce sa présence militaire sur le territoire. Derrière ces opérations se joue le contrôle des ressources africaines.
Il y a eu à cette époque aux États-Unis quelque chose de plus important peut-être que le 11 septembre. La publication de ce qu'on appelle communément le rapport Cheney. C'était le premier ordre exécutif donné par le président Bush après son arrivée au pouvoir. Et il consistait à faire le point sur la crise énergétique aux États-Unis. En 1997, l'importation de l'énergie et du pétrole dépassait le niveau de 50%. Psychologiquement, c'était un seuil critique. Ce rapport se focalisait sur les futures ressources de pétrole et naturellement sur l'Afrique, qui promettait de devenir le premier fournisseur de pétrole de qualité susceptible d'alimenter les infrastructures américaines. Encore plus que le Golfe. Si bien que d'un seul coup, l'Afrique a pris une importance cruciale pour la classe politique à Washington. L'Africom organise tous les ans de gigantesques manœuvres militaires du nom d'African in the Air War qui entraînent les armées africaines au maniement des pratiques standards dites de communication. En 2009, les armées de 29 pays africains avaient pris part à ces manœuvres. Pourquoi ne pas développer ce petit programme appelé PSI pour en faire quelque chose de plus consistant ? On l'a donc élargi à tous les pays de la région sahélienne et c'est devenu le TSCTP, le programme transsahélien antiterroriste. L'idée était de mobiliser tous ces pays avec pour objectif commun la lutte contre le terrorisme. Donc on les a entraînés et équipés. Et une fois que c'était fait, on leur a demandé de se livrer tous ensemble à un exercice de terrain. On a donc fait tous ensemble cet exercice de terrain et roulé des mécaniques dans la région. Comme pour dire, tenez-vous à carreau. On travaille tous de concert pour vous tenir à l'œil. Résultat, tout le monde au Patagone a dit « Bravo, c'est une vraie réussite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux ?» Le Niger est un vaste pays sahélien et désertique d'Afrique de l'Ouest, sans accès à la mer. Il est bordé à l'ouest par le Burkina Faso et le Mali, au nord par la Libye et l'Algérie, à l'est par le Tchad et enfin au sud par le Bénin et le Nigeria. Cette zone sahélienne est une bande de terre qui constitue la marge sud du Sahara, comprise entre le Maghreb et le Beled Soudan, et qui s'est construite au travers de ses relations avec ces deux régions, mais aussi objet de multiples enjeux. Avec nous pour parler de ces enjeux précisément, avec nous à partir de Bamako, Monsieur Mostafa Salah, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chercheur principal sur l'immigration, vous êtes enquêteur sur les conflits armés, crimes organisés dans le Sahel, en Libye et au Soudan. Et vous êtes avec nous à partir de Bamako, Monsieur Mostafa Salah. Difficile le contrôle des frontières, extrême pauvreté, une pauvreté qui touche une partie non négligeable des populations. Monsieur Mostafa Salah, les trafics sont-ils à l'origine de l'instabilité de cette zone ? Dans certains cas, oui, ce sont ces facteurs qui sont à l'origine de l'instabilité ou des sources de l'instabilité dans les pays sahéliens. Par exemple, il y a des achats d'armements qui sont normalement destinés à des entreprises ou à des sociétés qui sont proches des pouvoirs sahéliens, et ces sociétés ou ces entreprises détournent l'argent qui devrait être destiné aux achats d'armes. C'est ça qui augmente l'instabilité dans les régions sahéliennes. Depuis que nous observons un peu l'instabilité dans les pays sahéliens, nous voyons déjà que le nombre des migrants qui transitent ces pays sahéliens vers l'Afrique du Nord est en hausse. Par exemple, nous avons fait récemment des recherches au Niger et nous voyons, avant il y a une loi qui lutte contre la migration clandestine du Niger vers le pays maghrébin tel que la Libye ou l'Algérie. Et là, actuellement, cette loi semble n'est pas du tout respectée à cause du coup d'État, parce que là, les forces de sécurité ont d'autres priorités, notamment selon les informations, une agression qui se prépare contre le Niger. Il y a aussi des menaces terroristes, il y a aussi la
l'aspect de la criminalité et donc toutes ces raisons obligent les forces de sécurité nigériennes de se préoccuper à d'autres choses et là, les acteurs qui sont impliqués dans le transport des migrants, en tout cas subsahariens, semblent avoir le champ un peu libre et de transporter les migrants subsahariens vers l'Algérie ou vers la Libye un peu en toute impunité. Monsieur Mostafa Salah, vous êtes également enquêteur sur les conflits armés et le crime organisé au Sahel. Comment ce crime organisé se manifeste-t-il et profite-t-il des conjonctures sécuritaires et politiques? Dans quelle mesure en profite-t-il? Dans le Sahel, c'est beaucoup plus des crimes qui sont dans des zones un peu isolées. Comme vous savez, le Sahel, c'est un espace très vaste, désertique. Et là, ça donne le champ libre à des criminels transnationaux d'opérer en quelque sorte en toute impunité et de cibler sans vraiment se faire avoir. L'espace sahélo-saharien qui est très vaste, ça ne permet pas à ces États de sécuriser leurs frontières et raison pour laquelle les acteurs qui sont impliqués dans le trafic, souvent des armes, des drogues et autres, sont présents et opèrent sans vraiment trop de soucis. En plus, les forces de sécurité sahéliennes ont d'autres priorités que de lutter efficacement contre la criminalité organisée dans le Sahel. Et ces derniers temps, nous observons vraiment que le crime organisé dans cette zone est en non-souci. Vous avez parlé de criminels transnationaux. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Ce sont des gens qui vivent dans des zones transfrontalières et qui sont impliqués dans des marchandises illicites telles que la drogue, telles que le trafic d'armes d'un pays à un autre. Vous êtes effectivement un enquêteur de terrain. Avec la chute de Muammar Kadhafi, la région est devenue un arsenal à ciel ouvert. L'avez-vous constaté de visu? Bien évidemment, nous observons déjà, par exemple, des armes qui quittent la Libye et qui rentrent dans le nord du Mali sans que ces armes soient identifiées. Et ça, c'est depuis le départ de Muammar Kadhafi. Ces phénomènes ont pris vraiment une autre allure et ça commence à vraiment être inquiétant. Les groupes armés ont pied dans cette zone sahélienne. Les forces étrangères notamment n'ont pas été en mesure de les stopper. Ces forces ne sont pas trop présentes dans les frontières, je veux dire, entre le Niger, la Libye, l'Algérie et le Mali. Ces forces sont beaucoup plus orientées vers la zone des trois frontières, les forces étrangères. Il y a les Américains, mais les Américains ne sont pas totalement impliqués dans la lutte contre le crime organisé, mais qui font beaucoup plus d'autres priorités de surveillance. Pour le moment, ces forces ne sont pas du tout intéressées à lutter contre les trafics. Monsieur Mostafa Salah, peut-on stabiliser aujourd'hui le Sahel? Alors je vais vous poser ma question autrement. Les groupes armés jouent sur l'absence de l'État. Je veux dire que l'adhésion de jeunes à certains groupes armés, tels que Boko Haram par exemple, n'est-ce pas essentiellement pour des raisons, on va dire, de sentiment d'injustice et non pas d'idéologie? Boko Haram, c'est un groupe terroriste. Ça n'a rien à voir avec d'autres groupes armés qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais qui opèrent pour leur propre compte et qui sont impliqués dans le trafic d'armes, de drogue ou autres. Par contre, concernant la lutte contre la secte Boko Haram, cette lutte, elle continue jusqu'à maintenant. Il y a une coalition des États du lac Tchad qui ont formé une coalition et qui continuent à lutter contre les Boko Haram. Mais par contre, concernant les acteurs armés qui sont impliqués dans le trafic d'armes, dans le trafic illicite d'armes ou de drogue, ces acteurs n'opèrent pas dans la même zone que Boko Haram. Ces acteurs opèrent beaucoup plus dans une zone désertique qui n'est pas facilement accessible par les forces des États sahéliens et qui maîtrisent parfaitement les terrains mieux que les forces armées sahéliennes. Monsieur Mostafa Kamel, nous parlons de groupes armés. Ces derniers ne semblent pas être identifiés. Qui sont ces groupes armés? On ne peut pas totalement les désigner comme des groupes armés. Ils ne sont pas organisés. Ce sont juste des acteurs armés qui sont impliqués dans le trafic en tout genre. Ce ne sont pas des groupes armés qui ont une existence permanente dans une localité ou dans un endroit donné. C'est un peu différent, mais par contre, nous avons quand même des groupes armés qui sont basés dans le sud de la Libye et qui ont également des implications dans l'escorte souvent du trafic de drogue, qui ont aussi des implications dans le trafic d'armes. Et là, ce sont des acteurs qui sont beaucoup plus basés dans le sud de la Libye, mais qui font des opérations un peu toutes les frontières qui existent entre la Libye et les pays sahéliens.
Ces groupes font du Sahel une plaque tournante. Ceci étant dit, ils sont forcément affiliés à des personnes ou à des lobbies importants, Monsieur Mostafa Salah. Oui, je veux dire que par exemple, concernant le groupe armé tchadien, ces groupes se donnent à ces activités pour souvent se financer au fait. Pour se financer, ils s'impliquent souvent dans les trafics en tout genre. Et ils ont les armes, ils ont les moyens militaires et là, ils s'impliquent dans les trafics et en s'impliquant dans les trafics, c'est une de leurs sources de financement. Ils ne sont pas connus, ils ne sont pas trop identifiables. Quand ils font des opérations dans le trafic, ils ne s'identifient pas, ils font ça en toute mobilité, oui. Est-ce que ça sert, on va dire, une forme d'intelligence extérieure ? Effectivement, parce que les marchandises qui sont illicites et qui vont à destination de la Libye sont un peu dispersées dans d'autres pays. Il y a, oui, une intelligence étrangère dans toutes ces dynamiques. Monsieur Mostafa Salah, il y a tout de même des efforts régionaux. On peut citer la force multinationale mixte, dite FMM, mise en place pour lutter notamment contre Boko Haram. Quel point de situation pouvez-vous nous faire à ce sujet ? Concernant la lutte contre le Boko Haram, ça continue toujours. Cette force, elle existe dans les bassins du lac Tchad, du côté du Niger, y compris du Tchad, également du Cameroun et du Nigeria. Cette force, elle existe. Elle lutte aussi efficacement contre le Boko Haram. Mais cette lutte, elle est très complexe parce que les éléments de Boko Haram maîtrisent un espace qui, en quelque sorte, les appartiennent. Ils sont dans les bassins, ils font des opérations au niveau du fleuve. Souvent, ce sont des gens qui ne sont pas visibles. Ce sont des gens qui sont invisibles. Les Boko Haram n'ont pas des bases qu'on peut identifier facilement. Ce sont des gens qui sont de cette zone et qui font des opérations quand ils souhaitent. C'est dans cette zone de 3 frontières qu'ils opèrent, qui sont toujours présents. Est-ce qu'il vous semble aujourd'hui, Monsieur Mostafa Salah, j'interroge un peu votre expérience de terrain, est-ce qu'il vous semble qu'il est possible de stabiliser le Sahel ? Je pense que par la solution militaire, je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que j'ai été dans cette zone de 3 frontières récemment, entre 2021 et 2022. J'ai suivi quand même tout ce qui se passe en étant un peu du côté du G5 Sahel. J'étais dans le contingent tchadien du G5 Sahel et j'ai quand même été dans certaines patrouilles. Et là, il n'y a pas du tout, par exemple, les éléments de l'armée tchadienne ont constaté qu'il y a un manque de dialogue, il y a un manque de médiation entre les États sahéliens et ces gens qui ont pris les armes et qui menacent ces États sahéliens. Il n'y a pas du tout un dialogue ni une médiation qui facilite les rapprochements. Et là, la situation va continuer à s'aggraver s'il n'y avait pas vraiment de solution médiatique ou du dialogue à cette situation. Et pourtant, il a été question de la stratégie des 4D, diplomatie, défense, développement et droit. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il vous semble que celle-ci a été mise à exécution ? La solution militaire est beaucoup plus avancée que les autres solutions qui concernent la médiation, le dialogue, les droits. Ces solutions ne sont pas trop avancées actuellement. Je crois toujours à la diplomatie et à la médiation concernant cette situation. Je pense que ce ne sont pas des gens qui sont venus d'ailleurs. Ça, c'est la grande question. Ce sont des gens qui sont locaux. Ils ont pris les armes, oui, ils portent une menace, oui, ils sont dangereux, oui. Donc on ne peut pas les éliminer tous, ce n'est pas possible. Raison pour laquelle il faut faciliter les dialogues, il faut faciliter la médiation dans la mesure où ce sont aussi des gens qui appartiennent à ces États et qui sont aussi de locaux et qui opèrent dans des territoires qu'ils maîtrisent parfaitement bien où ils sont originaires. C'est assez compliqué de le combattre aussi dans leur espace, dans leur propre espace, dans leur propre zone géographique. C'est compliqué. Monsieur Mostafa Salah, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous, merci. Mostafa Salah est chercheur principal sur les migrations, la traite des êtres humains dans la région sahélo-sahélienne, enquêteur sur les conflits armés, le crime organisé au Sahel. Et il était avec nous à partir de Niamey. On
participer à ce programme, Issa Garba Seydou, coordonnateur du Cercle de réflexion pour la démocratie. Mostafa Saleh, chercheur principal sur l'immigration, enquêteur sur les conflits armés et le crime organisé dans le Sahel. Michael Shurkin, expert de la défense européenne et de la politique et de la sécurité ouest-africaine, ancien membre au Conseil de sécurité nationale, analyste politique à la Central Intelligence Agency CIA. Il était avec nous à partir de Washington. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 16h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.